Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier podcast Mes angoisses et moi. Dans ce podcast, j'ai la chance de recevoir Karamo, célèbre youtubeur qui comptabilise plus d'1 million d'abonnés sur YouTube, 50 millions de vues et 4,4 millions d'abonnés sur TikTok. Déjà, félicitations pour ça. J'ai pas regardé tout ça, mais intéressant. Si, j'ai regardé un peu avant de venir. Donc du coup, je voulais parler avec toi de ton parcours, de tes projets et de la vision que tu as sur le développement personnel et la santé mentale. Donc du coup, le podcast va se dérouler en 2 vidéos. D'abord, je voulais me concentrer un petit peu sur toi, ton parcours, et ensuite après parler de santé mentale, développement personnel, etc. Ok. Déjà, s'il y a des gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter, d'où viens-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Ok, en tout cas, ça me fait super plaisir de te recevoir dans ma ville avec mon équipe, je veux dire comme ça me fait plaisir. Et je te remercie aussi d'avoir été indulgent sur le temps parce que j'ai fait un petit changement et tout. On essaie de se débrouiller comme on peut. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Karamo. Mon nom de famille, c'est Sangaré, du coup, donc Karamo Sangaré. Je suis coach et conférencier sur le développement personnel et en parallèle, je suis créateur de contenu autour du développement personnel sur différentes plateformes. Donc, je suis sur YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, un petit peu partout. Et le but, c'est d'aider un maximum de personnes à croire qu'il n'y a pas de barrière infranchissable et à essayer de se rapprocher de notre meilleure version. Parce qu'on ne peut jamais être parfait, on ne peut jamais l'atteindre à cette meilleure version, mais c'est une quête et c'est ça aussi qui donne un sens à notre vie, tu vois. Donc c'est exactement ce que je fais et je fais pas mal de conférences, de vidéos et des formations en ligne. J'accompagne aussi parfois parce que j'ai 2 casquettes. Je fais création de contenu et je coach aussi des créateurs de contenu. Donc j'ai une formation que j'appelle Le Secret pour aider les gens qui veulent se lancer dans la vidéo à comment gagner en visibilité et commencer à monétiser tout ça. Donc voici mes 2 casquettes, ce que je fais. Et comment tu en es arrivé à travailler dans le développement personnel ? Quel a été ton chemin pour arriver là-dedans ? Même le déclic pour avoir envie d'aider les gens. J'aime bien le mot déclic parce que ma prochaine conférence à Paris, justement, c'est la conférence déclic, on l'appelle comme ça. Ce sera le 20 janvier pour ceux qui voient ça et que vous voulez nous rejoindre avec plaisir. Moi, au début, à la base, je ne connaissais pas du tout cette école de développement personnel. Je l'ai découvert suite à un événement difficile de ma vie. Je pense que tu te reconnais là-dedans. C'est-à-dire, j'ai perdu un être très cher de ma vie, donc mon père. Et après ça, je suis tombé en dépression parce que je suis né et grandi en Afrique. Financièrement, c'était très compliqué. J'ai grandi dans une famille assez modeste, donc j'ai pas eu accès à beaucoup de choses. Donc avant la mort de mon père, c'était déjà difficile. Et donc après la mort de mon père, tu t'imagines à quel point ça pouvait être encore difficile. Et donc moi, je suis tombé en dépression. Donc là-bas, on nomme pas la dépression. T'es malade, on dit qu'est-ce qui va pas, allez relève-toi et tout. On te nomme pour un faible, tu vois, quand tu es en dépression. Mais j'étais quand même très très mal, au plus bas. J'étais mal, pas que pour moi, mais aussi pour mes frères et mes sœurs. Parce que mon père, il est parti, il a laissé derrière lui. On était 9 au total. Et tout ça, il n'y a plus personne pour assumer les charges de la famille et tout ça. Donc c'était assez compliqué. Et c'est suite à ça, quelques mois plus tard, j'ai un ami à moi qui m'invite à une conférence. C'était un prof à moi de marketing qui était coach. C'était le seul coach en développement personnel du pays. Mais moi, je ne savais même pas c'était quoi Dev Perso. Et finalement, on découvre ses prestations et je me dis « Waouh, c'est quoi ce truc ?» C'est incroyable. J'ai commencé à entendre des paroles que je n'avais jamais entendues à l'époque et ce truc, il fait sens pour moi. Donc c'est là qu'à la base, je ne voulais pas être coach moi, mais je voulais juste me soigner, me guérir et m'en sortir. Et donc c'est comme ça que j'ai repris ma vie en main, j'ai commencé à me dire « Ok, il est parti mon père, mais c'est peut-être l'opportunité de grandir. » Cette rage que j'avais, ça devenait en fait ma motivation de me battre et c'est comme ça que j'ai créé une ONG avec un ami. J'ai commencé vraiment à reprendre ma vie, à faire des actions qui faisaient sens pour moi et je commençais à trouver un sens à ma vie. Donc on a créé une ONG qu'on a appelée CEJIP, Cellule des jeunes intellectuels pour la promotion de l'excellence. Et ensuite, j'ai écrit un guide de 24 pages sur le développement personnel. J'ai résumé tout ce que je savais. En parallèle, j'étais étudiant et j'ai commencé à vendre ça. J'avais 3 jours de cours à la fac. Le reste des jours, j'allais vendre mon guide. Et j'ai réussi à vendre 10 000 exemplaires de ça en seulement 6 mois. Après, je suis arrivé en France et c'est comme ça, les choses sont parties petit à petit. Je me suis retrouvé dans ce truc un petit peu comme ça. Waouh, déjà, bravo pour ce parcours. Il y a une question qui me vient tout de suite là. Comment t'as fait pour trouver la force de passer à l'action et de dépasser tout ça? Parce que donc du coup, moi je suis vraiment dans la santé mentale, dans l'anxiété. Donc je vois beaucoup de personnes qui font de l'anxiété, qui font de la dépression. Il y a vraiment 2 catégories de personnes. Ceux qui se laissent détruire par ce qui leur arrive et ceux qui, comme toi, réussissent à en tirer une force. Et s'il y avait
je sais pas, une valeur ou quelque chose que tu pourrais nommer qui t'a poussé justement à pas te laisser détruire par tout ça, mais justement à passer au-dessus? Ok. Quelque chose comme ça, nommer, ce serait trop simple parce que c'est tout un processus. Mais je dirais que moi, récemment, j'ai même fait une vidéo là-dessus en disant que chaque événement qui arrive dans ta vie, tu as le choix. Soit tu te laisses abattre par l'événement, ou soit tu prends ça comme étant une force pour essayer de commencer quelque chose de nouveau. Et c'est pourquoi je dis, le slogan de ma conférence, c'est justement ça, c'est tout part d'un déclic. Parfois, il suffit d'un déclic pour changer de vie. Donc, un événement qui peut arriver, que tu peux percevoir comme négatif, peut s'avérer plus tard et être la meilleure chose qui devait t'arriver. Et c'est très paradoxal à dire, hein, même le teaser de ma conférence, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que ma vie a pris une autre dimension positivement quand j'ai perdu mon père. Est-ce que perdre mon père, c'était positif ou négatif? Au final, on ne sait pas. Tu vois, il me manque, c'est mon père et tout ça. Mais d'un autre côté, c'est suite à son départ que ma vie s'est métamorphosée. Je ne m'arrêtais plus. Il n'y avait plus de barrière pour moi parce qu'il y avait un peu cette rage, un petit peu que j'allais chercher. Je pensais toujours à ça. Et ça a été la chose peut-être la plus positive qui pouvait m'arriver, tu vois. Quelqu'un qui va perdre sa copine, tu vois, qui va subir une rupture amoureuse, c'est un événement très négatif sur le coup. Mais plus tard, sur la durée, il va se rendre compte que c'est peut-être la meilleure chose qui devait l'arriver. Parce que quand tu es en couple, ok, tu te laisses un peu aller, ainsi de suite. Et quand cette personne te laisse et partir par exemple avec quelqu'un d'autre, c'est difficile, c'est douloureux. Donc tu peux même commencer à demander le ciel, pourquoi moi? Mais finalement, cette rage que tu as en toi, ça va te pousser par exemple à commencer le sport. Ça va te pousser par exemple à commencer à lancer un business, te dire, parce que tu as toujours quelque chose dans ta tête qui te dit, si elle me revoit, il faut qu'elle me revoie à un autre level, tu vois. Et donc, il suffit d'un déclic parfois pour changer de vie. Et un événement que l'on peut percevoir comme négatif peut s'avérer comme étant quelque chose de très très positif. Donc si tu me demandes comment j'en suis arrivé à passer de cet événement assez difficile à là, je pense que ça a été mon déclic en fait. Tu vois. J'appelle ça comme ça, ce déclic. Et après ça, toutes les choses se mettent en place si on le veut. Si on veut, on accepte que ça soit un événement négatif et on reste, on se lamente sur notre sort. Ou sinon, si on veut, on se dit, qu'est-ce que je peux tirer de positif de ça, Ouais. La perception que tu as d'un événement en fait. Chaque événement est neutre. C'est comment tu te mets en face de l'événement. Positif, tu en fais des choses positives, négatives, bah, du coup tu le laisses. C'est ça. On dit que quand il pleut, il pleut. Mais c'est seule ta perception face à la pluie qui détermine ton humeur, tu vois. Parce que quand il pleut, quelqu'un d'autre va commencer à danser sous la pluie et quelqu'un d'autre va commencer à se plaindre. Oh merde, encore la pluie. Alors que c'est un même événement. Donc un même événement peut avoir deux interprétations selon deux mindsets différents. Donc tout dépend en fait de la perception. Le plus difficile, c'est pas l'événement, mais c'est ton interprétation de l'événement qui détermine en fait ton humeur. Donc c'est exactement ce que tu dis là. Donc du coup, tu as dit que tu venais d'Afrique. Là-bas, comment ta famille a perçu le fait que tu veuilles déjà quitter l'Afrique pour aller vivre tes rêves et le fait que tu t'orientes vers du coup le développement personnel? Ok, que je vienne en Afrique pour aller vivre, que je vienne de l'Afrique pour la France, c'était pas facile. Mais ça, c'était plutôt accepté dans le sens où ils savaient que c'était positif pour moi. Je venais pour les études. Je ne suis pas arrivé en France pour faire du dev perso. J'étais là pour les études. Mais en parallèle, quand j'ai commencé du dev perso là-bas, ça a commencé à être un peu perçu. Mais je n'ai pas eu forcément de problème directement avec ma famille parce que ma famille, pour moi, c'est très restreint. C'est ma mère et mes deux sœurs depuis que mon père il est parti, même si j'ai des demi-frères et demi-sœurs et tout. Et du coup, j'ai toujours eu en fait la chance d'avoir une famille qui m'a toujours fait confiance, tu vois. Ma mère, elle n'a pas fait des longues études, donc elle ne s'y connaît pas, même dev perso, elle ne sait pas ce quoi, elle ne peut pas te le définir. Mais il suffit que je lui dise, je me sens bien dans ce truc, fais-moi confiance. Elle te dit, si tu as confiance, vas-y, tu vois. Et ça a été vraiment une chance. Par contre, dans mon entourage, c'était un peu compliqué quand j'ai commencé à faire du développement personnel, mes tantes, ainsi de suite, mes consentas sur les études, mes demi-frères, ouais, mais qu'est-ce que tu fais? D'abord, la priorité, c'est les études, parce que je peux les comprendre. Leur perception, c'est quoi? C'est réussir, c'est aller à l'université, avoir un grand diplôme, va faire des études. On me disait même, va jusqu'au doctorat, tu vois. Et comme ça, tu reviens, tu deviens, tu vois, professeur, ministre, quelque chose comme ça. Mais c'est pas ce qui faisait sens pour moi. Et donc, c'était pas bien perçu par d'autres personnes, en tout cas la famille lointaine. Mais pour ma famille, c'était pas forcément positif au début, mais ils me faisaient confiance, tu vois. Et moi, c'est ce que je souhaite à chacun, parce qu'on dit que ton entourage peut être la clé de ta réussite, ou sinon tu as peut-être du coup la tempête qui va faire couler ton bateau, ton navire, tu vois. Et donc j'ai eu la chance d'avoir cet entourage-là, en tout cas ma mère, mes deux sœurs, de me faire confiance, de même pas savoir de quoi il s'agit, mais de dire on a confiance en toi, on sait que tu as toujours mis pied dans des trucs
intelligemment. Donc si tu vas là-dedans, vas-y. Et quand je me suis lancé là-dedans à fond, je suis arrivé en France, ils voyaient mes vidéos par-ci par-là. À l'époque, ça cartonnait pas. J'avais encore des messages en mode ah, arrête ça, concentre-toi et tout. Et aujourd'hui, ceux qui disaient ça, Comment tu fais? ils demandent des conseils, tu vois, pour faire la même chose. Donc c'est un petit peu comme ça. Moi, je dirais quand même que il y a un truc qui est très important dans la question que tu me poses, c'est qu'il s'est passé un truc qui a failli briser mon rêve avant même que ça ne prenne jour. C'est-à-dire que lorsque j'ai eu ma première idée de créer mon petit guide dont je te parle, que j'ai vendu à plus de 10 000 exemplaires en 6 mois, grâce à quoi je suis là? Parce que je vendais ça en face-to-face. J'ai jamais rien vendu en ligne. Tout, je partais dans les universités, je négociais, et je me présentais devant les étudiants et je présentais. C'est là que j'ai vraiment appris à m'améliorer aussi avec la parole et tout. Et quand j'ai sorti ça, avant de le publier, j'en ai parlé à un ami de l'allemand. C'est-à-dire, tu as l'idée. Moi, j'ai fait mon calcul à la tête, j'ai fait les maths, moi. Je me suis dit, si je vends tel nombre d'exemplaires à tel nombre d'étudiants, ça va me faire tel nombre de chiffres d'affaires. Et j'étais là en mode, je me voyais déjà riche. Mais personne ne pouvait le voir parce que c'était à moi et pas dans les autres. Et donc, dans ce cas, même ma sœur a douté un petit peu, tu vois. Mes amis, le lendemain, je me réveille, je ne dormais pas. Je me réveille, je dis à mon pote, waouh, j'ai une idée, je vais écrire ça et vendre. Elle me dit, non, mais les gens n'aiment pas lire aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire? Non, laisse tomber, tu vois. Carrément, tout le monde a essayé de me décourager. J'en parle à ma sœur, elle me dit, ah, ça m'étonnerait parce que les gens n'aiment pas lire. Non, moi, je ne lis jamais. Je dis, ouais, tout dépend. Peut-être que moi, je peux pousser les gens à lire. Mais les gens ne voyaient pas ça. Et donc, si j'écoutais les petites choses comme je le disais dès le début, j'aurais peut-être tué mon rêve avant même qu'il ne voie le jour. Donc, si tu as un projet, si tu as une idée, je donne ce conseil à n'importe qui, et que les gens ne voient pas ta vision, c'est normal, dans le sens où c'est ton rêve à toi, c'est pas leur rêve à eux. Donc ils vont te dire c'est impossible. Moi je te jure qu'ils ont raison, c'est impossible, mais seulement pour eux, mais pas pour toi. C'est ce que je pourrais dire. Bravo, bravo. Et donc du coup, en lien avec ce que tu viens de dire, tu penses que la famille, l'entourage, c'est un facteur de réussite, du coup d'échec clairement? Yeah. Je l'ai fait, j'ai même dit dans ma dernière vidéo TikTok que j'ai tournée dans la forêt en disant que ta vie ne changera jamais tant que tu ne comprends pas ces 3 choses. Donc la première chose que tu dois comprendre, c'est la responsabilité. Il n'y a personne qui prendra en fait ta vie en charge si ce n'est pas toi. Et si tu ne te bouges pas pour changer les choses, personne ne le fera. Mais tant que tu es en mode, ouais, le gouvernement, ouais, l'État, il faut changer Macron, amener un autre, tu vas toujours rester à la même place et tu n'as pas compris en fait la vie, tu vois. La deuxième chose, c'est au-delà de la responsabilité, c'est la vision. Tout ce que l'on fait, si on parvient à avoir la vision, il le dit Napoléon Hill, if you can dream it, you can do it. Si tu peux l'imaginer dans ta tête, si tu peux y croire vraiment, alors tu peux le faire dans la vraie vie. Et donc à partir du moment que tu n'as pas une vision de ce que tu veux, eh ben, c'est compliqué de réussir. C'est-à-dire si aujourd'hui tu me dis Corentin, j'ai envie de réussir, et que tu me dis, je te dis dans quoi? Non, je sais pas, peut-être la photo, peut-être la musique, tu vois, tu sais même pas dans quoi tu vas réussir. Moi je vais te dire, la première chose que tu dois faire, va travailler encore sur ce que tu veux, tu vois. Une fois que tu as découvert ce que tu veux vraiment, à ce moment-là, on peut commencer à avoir un plan. Mais on ne peut pas mettre de plan pour 10 000 choses, tu vois. Oui, c'est pourquoi on dit que tu ne montes pas dans un taxi sans savoir où tu vas. Tu ne montes pas dans un bus et dire au taximètre, par exemple, tu dis allons. Il te dit allons où? Non, juste allons. Ça ne marche pas comme ça, tu vois. Et donc, tu ne peux pas aussi prendre ta vie et te dire oui, je vais l'amener comme ça sans savoir vers quoi tu vas l'amener, tu vois. C'est pourquoi je dis la vie, elle est plus excitante, elle est plus belle. Elle a plus de sens quand on se bat pour quelque chose en particulier. C'est pourquoi, même dans mon domaine, je fais un travail qui me plaît, mais j'essaye toujours d'avoir de nouveaux projets qui me challenge, qui donnent un sens à mon existence. Parce qu'on ne meurt pas quand on arrête de vivre. On meurt quand on arrête de trouver du sens à son existence, tu vois. Je te rejoins tout à fait là-dessus. Juste en parallèle, ouais, quand j'ai fait beaucoup d'anxiété, c'est une des choses qui m'a sauvé la vie, clairement. C'est de savoir où je voulais aller. Parce que du coup, quand j'ai fait beaucoup d'anxiété, vraiment en étant perdu totalement, de ne pas savoir ce que j'allais faire de ma vie, parce que du coup, de te dire que le lendemain allait ressembler à hier et à aujourd'hui. Et le fait de trouver un point, et là je te rejoins là-dessus, un point clé de savoir ce que je voulais faire de ma vie. Clairement, tu sais pourquoi tu te lèves, tu sais les actions que tu as menées. Donc du coup, ton mindset, il change vraiment automatiquement. Ça change déjà beaucoup de choses, ouais, c'est vrai. Du coup, je te rejoins là-dessus. Là, du coup, ça va être difficile de choisir, mais si tu avais une notion, ou deux, allez, de développement personnel qui t'a vraiment aidé. Alors, je ne parle pas que sur le financier, ça peut être vraiment sur le personnel toi-même, le professionnel, social, peu importe. Une notion ou deux qui t'a vraiment aidé, même encore aujourd'hui peut-être. Qui m'a vraiment aidé, qui continue de m'aider aujourd'hui. Il y a une chose qui fait vraiment sens pour moi en ce moment tout de suite, c'est une notion de stoïcisme qui est un peu l'acceptation de ce que je ne peux pas changer
Et le courage de changer ce que je peux, c'est Marc Aurèle qui le dit, et la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Et ça, c'est super, super intéressant pour moi dans le sens où, quand je veux quelque chose, je me bats pour. Mais je me bats jusqu'à la limite de ce que je peux faire. Parce que la persévérance, c'est pas essayer de pousser un mur qui ne bouge pas et se dire non, je vais toujours continuer à pousser, tu vois. Parfois, c'est juste pas le bon mur. Laisse ce mur, va pousser un autre mur, tu vois. Donc ça veut pas dire je vais arrêter mon objectif, non, mais je change de plan, je change de direction en gardant l'objectif. Donc, le premier concept de dev perso qui m'aide au quotidien, c'est ça. C'est cette phrase de Marc Aurèle qui dit que la force me soit donnée d'accepter ce qui ne peut être changé, le courage de changer ce qui peut l'être et la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Ça, c'est vraiment le premier concept. Et l'autre concept de développement personnel que j'aime beaucoup, c'est la modélisation de Tony Robbins. Ça veut dire que tout ce que quelque chose a pu faire, si cette personne respire, si c'est du sang qui circule dans ses veines, ça veut dire que cette chose, c'est possible de le reproduire. Donc, si tu vois quelqu'un qui a quoi que ce soit dans sa vie, soit il est musclé et tu as envie d'avoir son physique, s'il a pu le faire, tu peux le faire aussi. Tu peux le faire aussi. Soit il est riche, il a pu atteindre un certain niveau, soit il a beaucoup d'abonnés sur les réseaux et que soit toi ça te parle, soit il est conférencier, tout ce que tu vois. Si quelqu'un a pu le faire, il suffit d'avoir un modèle, c'est-à-dire d'identifier quelqu'un qui a pu le faire. Si ça a été fait, alors ça peut se reproduire, tu vois. C'est les deux principes là qui me viennent en tête. Je suis dans le dev perso, c'est le même monde, donc je suis un peu baigné là-dedans, il y a trop de choses. Mais les deux qui me viennent là, c'est ça. Et ça me parle beaucoup, surtout le stoïcisme en ce moment. Ok. Et surtout, parce que là, par exemple, aujourd'hui, je devais aller à Dijon, comme je t'avais dit. J'ai essayé. Je te dis, on peut faire ça plus tôt, comme ça je pourrais partir. Mais si ce n'était pas possible pour toi, je ne forçais pas. Je l'ai envoyé un message très stoïque. Je lui ai dit, écoute, c'est peut-être pas le bon timing pour Dieu, tu vois. J'insiste, je fais de mon mieux, mais si ça ne marche pas, je ne m'obsède pas à obtenir obligatoirement ce que je veux, parce que peut-être que si je force, peut-être que partir là-bas, ce n'est pas ce qui est bien pour moi. Peut-être que sur la route, il va se passer quelque chose, on ne sait pas. Mais je perçois les choses comme ça, donc j'accepte ce que je peux. Et je change ce que je peux et voilà, j'essaye de distinguer. J'ai fait de mon mieux. Les deux, ouais. Du coup, tu parles aussi énormément de confiance en toi, que ce soit dans tes vidéos TikTok ou YouTube. C'est quelque chose qui manque énormément aux personnes que j'accompagne, l'anxiété en général. Ça détruit totalement ta confiance. Parce que du coup, tu es toujours sujet à des symptômes qui la peur du regard des autres, même la peur de toujours être mal. Donc, du coup, ça détruit totalement ta confiance. Si tu avais, toi, un conseil à donner pour les gens qui manquent de confiance, alors pas forcément pour les gens par rapport à l'anxiété, mais pour la confiance en soi, qu'est-ce que toi tu pourrais donner comme conseil, ou même toi, qu'est-ce que tu fais qui t'aide pour gagner en confiance. Voilà, exactement. Ok. J'ai accompagné beaucoup de gens, malgré mon jeune âge, en coaching privé sur la confiance en soi. Je sais que c'est un processus qui est long quand on est brisé, quand notre confiance elle est brisée pour la reprendre, parce que pour moi, on est tous à zéro. Tout à fait. C'est-à-dire, lorsqu'on vient, on a tous balance à zéro. Mais c'est suite à des événements que l'on va subir dans la vie, jusqu'à notre adolescence, jusqu'à quoi, qu'on va avoir des branches, nos épaules qui se cassent au fur et à mesure. Et ça fait qu'on commence à avoir des doutes. C'est-à-dire que lorsque tu étais plus jeune, on pouvait te poser la question, qu'est-ce que tu as envie de devenir? Très facilement, tu pouvais te dire, j'ai envie d'être footballeur, j'ai envie d'être ministre, j'ai envie d'être quoi que ce soit, entrepreneur. Mais plus tu grandis, tu te confrontes à la société en fonction de tout ce que tu as reçu. En fait, je perçois l'humain comme ça. Sauf qu'en cours de route, il va recevoir plein de tâches qui vont venir se poser un peu partout. Et ça va faire qu'il ne va plus se percevoir comme ça, là. Il va se percevoir en fonction de tout ce qu'il a reçu, en fait. Et ça fait qu'on manque de confiance. Donc, je peux identifier 3 choses. Parce qu'avant d'aider quelqu'un à gagner en confiance, moi, j'essaie d'abord d'identifier qu'est-ce qui a fait que cette personne a manqué de confiance en elle, tu vois. Donc, on rentre en profondeur. C'est pourquoi, en une séance, c'est difficile. Mais d'abord, on peut manquer de confiance parce que durant notre enfance, on a subi beaucoup de harcèlement. Nos amis qui se moquaient de nous par rapport à un complexe, soit parce que tu as des grandes oreilles, soit parce que tu as des gros yeux, soit parce que tu as un gros nez. Tout ça. Et du coup, tu complexes par rapport à ça. Quand tu grandis, ça reste des séquelles. Il faut le travailler pour faire tomber ces séquelles-là. Ça peut être une cause. Deuxièmement, la famille aussi. Dans la famille, si tu es là et avec tes frères et que ton autre frère est plus valorisé que toi, des trucs comme ça, on lui dit des belles phrases et pas toi, ou que tes parents se moquent de toi par rapport à quelque chose sans même le vouloir, ça peut te briser aussi. Donc tu peux perdre de confiance par rapport à ça. Et troisièmement, ça c'est très fréquent, c'est les ruptures amoureuses. Quand tu es en couple et que ton ou ta partenaire te quitte, va avec quelqu'un d'autre,
Et que quand tu étais avec ce partenaire-là, ça te faisait des réflexions sur ton physique. Ah, mais tu devrais avoir un peu plus d'abdos. Regarde ton ami là-bas, tu vois, des trucs comme ça. Ou sinon, si c'est une femme, on lui dit, ouais, mais tu peux peut-être aller à la salle. Donc, on lui fait comprendre indirectement qu'elle n'est pas assez bien. Donc, quand ce partenaire la quitte pour partir avec quelqu'un d'autre, plus tard, elle va commencer à se dire, s'il est parti, c'est parce que j'avais pas ça, c'est parce que j'avais pas ça, c'est parce que je n'étais pas assez bien, assez belle ou assez, tu vois, un peu de tout. Ça, c'est tellement dangereux parce que plus tard, même quand ce mec est parti, quand elle va venir avec quelqu'un d'autre, si elle n'a pas retrouvé cette confiance, elle va toujours croire que l'autre aussi va percevoir la même chose que ce que l'autre lui disait. Donc, elle est moins confiante, ainsi de suite. C'est beaucoup de choses comme ça qui font qu'on perd en confiance. Et si je dois donner quelques astuces ici à chaud pour n'importe qui manque de confiance, que tu pourras essayer à mettre en place dès maintenant, c'est pas magique, mais ça se travaille. La première chose, c'est la répétition. David Laroche, il le dit très souvent, c'est la méthode des petits pas. Tout à fait. Et j'y crois vraiment, dans le sens où aujourd'hui, je suis à l'aise avec toi en interview, mais je n'ai pas été toujours à l'aise comme ça. Ça n'a pas été toujours comme ça. C'est au fur et à mesure. Plus j'en fais, plus j'apprends de moi, plus je me dis, ok, si je l'ai fait une fois, je peux le refaire. Si j'ai parlé devant 10 personnes et que je me dis, ok, 10, j'ai géré, je peux reparler devant 20 personnes. Ok, je me dis 20, j'ai géré, je peux reparler devant 50. Et comme ça, si je retourne dans une expérience comme ça, je l'ai déjà fait, tu vois. Donc pour moi, la confiance, ça se construit au fil du temps. Si j'ai jamais abordé une femme et que je m'entraîne, je me dis, je vais faire les petits pas, j'aborde une femme dans la rue, je lui vois, ça va, est-ce que tu peux juste me passer l'heure? Elle me donne l'heure, je m'en vais, je ne demande rien d'autre, tu vois. Un autre jour, je reviens, je demande l'heure et après, je fais un compliment. Donc, j'ai fait un petit pas en plus. Ouais. Et après, un autre jour, je viens, je fais un compliment et puis je lui pose une question. Et une autre fois, je viens et je lui demande son numéro. C'est au fur et à mesure, je gagne en confiance. Et pour moi, les vidéos, c'est pareil. Quand je faisais les vidéos avant, je n'étais pas très confortable devant la caméra. Les gens, ils me voient aujourd'hui, mais ils n'ont pas regardé des vidéos de moi il y a quelques années, tu vois. Donc, le travail que je fais, le fait de répéter, ça permet de gagner en confiance. On appelle ça l'expérience positive. C'est-à-dire, si tu l'as fait une fois et que tu es assez satisfait, ou même si tu n'as pas les résultats, mais au moins tu l'as déjà fait. Et donc, ça te permet de pouvoir le refaire encore et encore. Et plus on le fait, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, plus tu le fais, plus tu t'améliores. Donc, les petits pas, la méthode des petits pas, ça peut aider n'importe qui à gagner en confiance. Celle-là, elle a marqué. Moi aussi, je l'ai beaucoup entendu et je l'ai beaucoup fait pour surmonter l'anxiété. C'est vrai que c'est incroyable. Ouais, j'y crois beaucoup. J'ai regardé une vidéo YouTube récemment d'une personne qui mentionnait des piliers de bonheur, c'est-à-dire des habitudes régulières qu'il mettait tous les jours en œuvre pour avoir un bonheur régulier, si je peux dire. Okay. Lui parlait de méditation, d'activités sportives, d'une bonne alimentation et d'un bon sommeil. Okay. Toi, si tu avais des habitudes saines que tu as régulièrement, enfin que tu as installées, lesquelles c'est? Pour me sentir bien. Ouais, pour te sentir bien. Ok, habitude numéro 1, c'est s'éloigner des personnes toxiques. Non, ça j'y crois sincèrement. Et même si c'est drôle, habitude numéro 1, s'éloigner des personnes toxiques. Je vais le mettre en gros celle-là. Même si je n'ai pas les meilleures habitudes de routine et tout, même si je les ai, hein, mais imaginons que je ne les avais pas. Première habitude, s'éloigner des personnes toxiques. Et personne toxique, ça ne veut pas dire juste quelqu'un qui est négatif, mais quelqu'un qui te tire aussi vers le bas, quelqu'un qui te dévalorise au quotidien, quelqu'un qui tue tes projets avant même que ça ne prenne forme. Dès que tu lui en parles, non, laisse tomber, ça ne marche pas ça. Quelqu'un qui te puise ton énergie, c'est-à-dire à tout moment, tu es avec cette personne, tu sens que tu es épuisé parce que ça te fait beaucoup parler, ça te met dans des débats, ça te met dans des états et tout. C'est éloigner les personnes toxiques. C'est une thérapie et c'est super intéressant. À part ça, par contre, j'essaie d'avoir une habitude. Je ne suis pas parfait. Je suis très loin de la perfection. Je peux mettre des habitudes, je les respecte au bout d'un moment. Et après, par rapport à X, Y, je craque un peu. Après, je reviens encore. Le plus important, c'est ça. On n'est jamais parfait, on ne peut pas être parfait. Mais c'est de toujours être conscient de ce que l'on fait. Donc, d'être dans la conscience et de, à tout moment, pouvoir se retenir et se dire, OK, je sens que je suis en train de virer un peu. Comment je fais pour revenir? Je suis jeune. Je fais beaucoup de choses. J'essaye en tout cas de m'aligner avec mes objectifs, avec ce que je partage aussi pour essayer d'aller vers mes objectifs. Mais étant donné que je suis jeune, parfois j'ai des petites tentations, ainsi de suite. Ouais. Un ami peut me dire, allez viens, je ne connais même pas les boîtes de nuit de cette ville, je suis là depuis 5 ans, tu vois. Mais un ami peut te dire par exemple, viens, on va ici, cette soirée. Et là tu pars et tu commences à te sentir un peu loin de ce que tu t'étais aligné. Mais le plus important, c'est pas d'avoir des meilleures habitudes, non. Le plus important, c'est de comprendre que là, je suis en train de m'éloigner de ce que j'ai envie. Et donc là, je retourne encore sur la ligne, tu vois. Donc, imaginons,
Personnellement, j'ai mes habitudes, le fait de me coucher tôt, par exemple, je tiens beaucoup à ça. Le sport, c'est inéluctable, on n'y touche pas, le sport, c'est le sport. Tu vois, bien manger. Bien manger, c'est super intéressant. J'aime bien cette phrase de mon pote qui dit souvent que, Mr. Trimax d'ailleurs, dédicace, qui dit souvent, qui est juste derrière la caméra, qui dit souvent que lorsque tu économises sur ta santé, ouais, c'est un truc comme ça. En fait, si tu économises sur ta santé, si tu économises sur la nourriture, La phrase, si tu veux, vas-y. C'est la bonne nourriture. C'est ça, tu le payes avec l'argent. La mauvaise, tu la payes avec ta santé. C'est ça, c'est ça. On la garde comme ça. Je vais même l'afficher. On la garde même si tu es derrière. C'est ça. Justement, c'est ça, c'est que la bonne nourriture, la mauvaise nourriture, tu la payes avec ta santé. Alors que la bonne, tu la payes avec l'argent. Donc, je n'économise pas, par exemple, sur ce que je mange, même si les courses sont chères et tout. Je fais en sorte de bien manger, de m'alimenter. Et il y a un truc qui est très important sur lequel je travaille, et ça, je le dis très ouvertement. Actuellement, je passe un petit peu plus de temps sur mon téléphone. Et ça commence à m'énerver dans le sens où j'aime pas ça. Je préfère vraiment vivre les choses au quotidien. Et même si je veux apprendre, moi je préfère plutôt l'ordinateur parce que je sais que je peux prendre mon téléphone par exemple pour aller apprendre sur TikTok. Mais quand je vais là-dessus, je suis distrait par autre chose, un message qui rentre. Je vais sur Instagram, ensuite sur Snap, ainsi de suite. Et actuellement, je suis un peu dans ce manque de discipline que je suis en train de travailler quand même. Parce qu'on est comme une machine ou une voiture. Parfois, il y a un petit problème, tu l'amènes au garage, tu retapes et tu ressors, tu vois. Donc, je suis un peu en train de taper ça en ce moment. Écoute, merci. Là, maintenant, je voulais rentrer dans la deuxième partie où on va vraiment plus parler de santé mentale, de développement personnel en général, sans forcément parler de toi précisément. Okay. Donc, du coup, en France, j'ai remarqué, alors je vais parler qu'en France parce que je suis beaucoup là et je l'ai vécu. On parle beaucoup de santé physique à travers le sport, etc. On parle très peu, ou j'ai très peu entendu parler de santé mentale. Donc, moi, je pense que le corps et l'esprit sont liés. Yeah. Et que plus tu vas être mal dans l'esprit, plus ça va se répercuter dans ton corps. C'est totalement vrai, totalement vrai. Et je voulais savoir, toi, qu'est-ce que tu pensais de la santé mentale et si tu avais des choses, des astuces, comment toi tu prends soin de ta santé mentale au quotidien? Pour moi, la santé mentale, je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux pour en prendre soin. La première étape pour moi, pour prendre soin de cette santé mentale, c'est du coup mon entourage. Je fais super attention à ça parce que j'ai connu des périodes où mon cerveau il était tout le temps bouillant. J'ai eu une relation dont je tire le positif au maximum, mais je n'étais jamais en paix avec moi-même. J'avais toujours des problèmes à résoudre. Tous les jours, j'avais des problèmes à résoudre. Et ça faisait que si on n'est pas bien mentalement, physiquement, ça nous affecte aussi. On dit que tout ce qui affecte le corps affecte l'esprit et tout ce qui affecte l'esprit affecte le corps. C'est le mimisme ou quelque chose comme ça. Ouais. C'est un principe stoïque que j'avais appris un jour et j'y crois vraiment. Tout ce qui affecte le corps affecte l'esprit et tout ce qui affecte l'esprit affecte le corps. Donc si je ne suis pas bien dans ma tête, je le ressens aussi physiquement et je le ressens aussi sur mon travail. Étant donné que moi je fais un travail qui est quand même psychologique, c'est la tête, c'est le cerveau. Ouais, tout à fait. Et donc si je vais pas bien en termes de santé mentale, comment je peux me permettre, je peux même pas avoir la légitimité de me mettre devant la caméra. Donc je fais attention à ma santé mentale, je prends soin de cette santé mentale, je fais en sorte que même si on est tout le temps débordé en train de courir un peu partout, mais parfois je prends le temps pour moi de me dire voici une semaine où je fais absolument rien, je vais juste partir dans un endroit, m'isoler et profiter, tu vois. Donc ça m'arrive très souvent. Avant, je n'avais pas les moyens de le faire, je rêvais de le faire. Maintenant, je carbure comme un malade dans mon travail, j'ai 10 000 activités, je fais des vidéos, ainsi de suite. Je prépare une conférence là, ça me prend beaucoup d'énergie. Mais en parallèle, dès que je sens que les choses sont bien automatisées, je prends un billet d'avion, je ne sais pas où, et je me casse pendant 1 ou 2 semaines et pour prendre vraiment soin de moi, profiter de... Je suis très nature, moi. C'est-à-dire que tu me dis, je te donne 6 mois à Dubaï, je te paye tout à 100%, ou sinon tu pars tout seul à Bali pendant 1 mois, je préfère aller à Bali parce qu'il y a plus de la nature et tout ça, tu vois. Donc je suis plus connecté à ça, plage, nature, montagne et tout, visite, découverte. Je suis plus connecté à ça et donc très souvent quand je travaille, pour prendre soin de cette santé mentale justement, au-delà de l'entourage, j'essaye de m'offrir ce temps de détente et pour aller mieux. Et récemment, j'ai fait un live dédicace à Anissa. Je l'ai découvert grâce à ce live. Une personne nous a mis en contact. Elle a fait tout ce qui est magnétisme, ainsi de suite. Et elle a dit, je t'offre un moment en live. Et là, on est passé, j'y croyais pas. Je suis venu, mais
C'était incroyable ce qui s'est passé en live. J'ai eu des larmes tellement elle a réussi à m'apaiser en live. Et je me suis rendu compte qu'on a encore plus besoin de travailler sur cette santé mentale-là, tu vois. Du coup, pour travailler la santé mentale, j'avais beaucoup lu, beaucoup entendu, en tout cas ça m'a beaucoup aidé pour l'anxiété, la méditation. Yeah. Sur le long terme en tout cas, j'ai trouvé énormément de bénéfices sur le fait que ça te permet déjà de reprendre le contrôle sur tes pensées, sur ton esprit. Puis de manière générale, ça a le don d'apaiser assez incroyable. Est-ce que toi tu la pratiques ou Bien sûr, je la pratique même récemment. Ben, du coup, ça dépend parce que tout dépend du degré de méditation et tout dépend où tu le fais, avec qui tu le fais par exemple. Parce que je fais souvent des méditations guidées chez moi, avant de dormir, le matin parfois pour calmer mon esprit. J'en fais très souvent. Mais déjà avant d'arriver là, c'était pas simple. Avant, Keramo qui faisait la méditation, si tu pouvais être dans ma tête, c'est un truc de malade. Ouais. Je suis là. Et à gauche, il y a un truc qui vient à droite. Ça vient de partout. J'ai du mal à calmer mon cerveau. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Calme-toi. Mais il faut comment les gens qui méditent? C'était très drôle. Mais arriver à ce stade, je pense que c'est une sorte de discipline. C'est un pouvoir aussi. Moi, je respecte les gens qui arrivent à méditer. Et parce que je me rends compte de la différence de quand moi, je commençais, quand j'essayais de le faire. J'abandonnais même d'ailleurs. Je me disais, non, c'est pas fait pour moi. C'est des conneries. Je me dis… Ça, c'est des menteurs, des gens qui disent qu'ils méditent. Et aujourd'hui, arriver à ce stade où j'arrive à prendre un moment comme ça et me dire, à tout moment maintenant, je peux méditer. Tu vois. Je suis le type de personne, c'est-à-dire actuellement, dès que je suis stressé, anxieux, justement quand on parle d'anxiété, je me suis inspiré d'un ami qui fait ça. Et franchement, ça m'aide beaucoup. C'est-à-dire, lui, à tout moment, dans le métro parisien, c'est le mec que tu vois méditer dans le métro. Elias, si tu vois cette vidéo, dédicace à toi, il est fou. Il médite dans les métros parisiens, c'est-à-dire que dès qu'il est anxieux, stressé un peu, tu vas le voir. En fait, c'est une méditation beaucoup plus courte, mais en fait, c'est avec la respiration. Mais il arrive quand même à le faire et ça permet d'apaiser son cerveau, ainsi de suite. Donc, moi, j'essaye vraiment. Pour moi, je suis croyant, je suis musulman croyant. La prière, c'est important. Au-delà de la prière, la deuxième chose qui vient pour prendre soin de cette santé mentale justement, c'est la méditation. Et la méditation, pas obligé de prendre 15 heures pour t'asseoir et te poser. Exact. Tu peux vraiment le faire à tout moment. Déjà, il faut s'entraîner à arrêter déjà. À aucun moment tu vas méditer à 100% sans qu'il y ait des pensées extérieures qui vont venir. Ça va quand même venir, mais tu peux quand même… La méditation, pour moi, le but, c'est apprendre à se contrôler, à contrôler ses pensées, à dire « j'ai envie de diriger mon esprit » là, tout à l'heure, tout de suite, sur ma respiration, en 4 temps, je me concentre sur ça. Ou sinon, là, je le dirige en disant que moi, je suis en train de sortir de mon corps, je le dirige sur ça. Ou sinon, je le dis, je suis en train de retourner et je m'imagine dans ma rue, je m'imagine dans mon appartement, je m'imagine dans mon lit. Et là, je commence à ressentir où je suis assis instantanément, là, sur une chaise, mes mains posées sur mes jambes. Pour moi, c'est ça la méditation et c'est apprendre à s'auto-contrôler et c'est un pouvoir, tu vois. Tout à fait, ouais, clairement, clairement. Là, tu parlais… un peu de stress, d'anxiété. Toi, je suppose qu'avec tout ce que tu fais, comme tu as dit, des nouvelles vidéos, enfin, tu fais beaucoup de nouveautés. Du coup, tu es amené quand même à vivre, je suppose, un peu de stress. Est-ce que tu as des tips ou des petites choses que tu mets en place, toi, pour te calmer? Je suppose que, notamment pour les conférences, je pensais notamment aux conférences. Tu as des choses avant de monter sur scène qui puissent… sur scène? Ouais, je me rappelle ma première conférence. Je suis allé aux toilettes 5 fois pour pisser. En combien de minutes? En 10 minutes. C'est-à-dire, on me dit, dans 10 minutes, tu dois monter. J'étais là. Je vais aux toilettes, je reviens. Je vais aux toilettes, je reviens. Parce que je suis stressé, anxieux. Mais aujourd'hui, je ne suis pas à l'abri de tout ça. Mais il y a des petites choses très simples. C'est-à-dire, je prends le temps de respirer profondément, tu vois. Avant de monter sur scène. La respiration. Je respire. J'aspire profondément. Je bloque. Donc… Et là, j'expire avec la bouche. Rien que là, ça m'apaise dans notre discussion. Rien que le faire là, ça m'apaise. Et donc, avant de monter sur scène, je fais ça à plusieurs reprises. Ça m'apaise. Et l'autre aussi, c'est dans la tête. C'est que je me dis, les gens ne sont pas là contre moi. Ils sont là pour moi. Et quand tu mets ça dans la tête, tu montes sur scène. Tu n'es pas face à tes ennemis, mais tu es là face à des gens bienveillants qui sont là pour découvrir la meilleure version de toi. Et je ne peux donner ça que quand je suis apaisé, tu vois. On en revient à la perception des choses, de voir l'événement comme quelque chose qui va te challenger ou quelque chose qui peut t'apporter. Oui, quelqu'un qui est anxieux, stressé face à une foule, c'est qu'il se fait des interprétations dans sa tête. C'est pourquoi on dit que la peur, c'est la perception erronée de la réalité. Tu vois. C'est qu'il pense que quand il va monter sur scène, il y a quelqu'un qui va sortir un stylo pour le balancer dessus. Alors que non, on est là, les gens sont bienveillants, ils ont payé pour venir t'écouter. Donc souvent, ils attendent le meilleur de toi. Ok, c'est un peu stressant parce que tu penses qu'il faut être à l'attente, à la hauteur.
mais souvent les gens ils sont tellement bienveillants. J'ai vu quelqu'un en conférence qui était tellement, je suis désolé de le dire, hein, tellement mauvais, mais le public était tellement bon que ça l'a rendu bon. Dans le sens où, tellement mauvais, mais le public est devenu tellement bon que ça l'a rendu bon, parce qu'il a commencé à parler, il n'arrivait pas à parler, il buguait et tout ça. Mais les gens, j'ai vu des gens se lever pour l'applaudir, pour lui donner « Allez, allez !» Et là, tu le vois, ses yeux qui brillent, il se dit « Waouh !» Changement de… Ouais, ça je me dis, direct. je pense que dans sa tête, il se dit « Je ne m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça. » Et ça, c'était devant moi. Et moi, j'aime bien lire les gens. C'est-à-dire, moi, même si c'est un président qui parle, j'essaie de lire dans ses yeux qu'est-ce qu'il peut ressentir à l'intérieur. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Donc, je voyais le gars qui était passé de « J'ai pas confiance en moi, je bugaille, et ainsi de suite » à « C'est bon, je suis à ma place, ils m'ont donné la chance, je la saisis, tu vois. » Et ça, c'est beau, tu vois. Là, tout à l'heure, juste là, tu disais que tu avais fait un live avec une magnétiseuse, c'est ça, si je dis pas de bêtises. C'est ça. En France, les médecines douces, c'est très peu mis en avant, très peu reconnu. Moi, personnellement, ça m'a énormément aidé pour sortir de l'anxiété, sophrologie, naturopathie, etc. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'essayer les médecines alternatives? Très honnêtement, avant cette dame, j'avais jamais essayé. Et j'y croyais pas aussi. Avant de venir en live, je lui dis ouais, je veux venir, elle va me faire passer ces trucs de sorcellerie là, mais ça va pas passer sur moi. Mais au final, j'étais en live avec elle, j'étais impressionné. Avant même d'être en live avec elle, parce que je dis pas oui à tous les lives dans lesquels on m'invite, vu mes occupations, je me dis il y a une question de priorité, parce que pour moi, le plus important, c'est pas d'être occupé, c'est d'être productif. Beaucoup de gens sont occupés, mais pas productifs. Ils veulent faire 10 000 choses. Donc, quand je mets pied dans quelque chose, j'essaie de savoir exactement est-ce que c'est un truc qui vaut vraiment la peine avant de mettre pied. C'est pourquoi je t'ai posé la question aujourd'hui en disant en quoi ça consiste le truc, l'événement, de quoi on va parler, qui sont ceux qui vont venir, est-ce que ça vaut le coup de perdre 2 jours pour ça, tu vois. Donc, c'est ça. Et si je reviens à cette dame, je l'ai eu en Zoom avec la personne qui m'a mis en contact avec elle. Et lors de notre discussion, je sais pas… Elle me proposait de venir en live. Je lui disais, écoute, déjà, elle m'invitait à sa conférence le 7, mais je ne pouvais pas parce que je pars à Ouagadougou, je pars pour une conférence. Et après, elle me disait, ok, on va faire un live, j'ai envie de t'apporter un truc. J'étais là en mode, ah franchement, j'ai pas trop le temps à ce moment et tout. Et je sais pas, elle a fait un truc. Et là, je me suis vu faire un truc, ça m'est jamais arrivé. Je suis là en mode, sans qu'on me demande rien. Tu l'as ressenti? Ouais, j'ai commencé à respirer, à m'apaiser. Elle a dit, ça, c'est ce que j'ai envie de t'apporter. Je dis, comment t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Je veux ce live. Je dis, c'est en ça que ça consiste le live. Elle me dit, oui, je dis, je veux ce live. Et on a fait le live, je ne l'ai pas regretté. On a fait une méditation en live à la fin. Tout était assez improvisé, mais franchement, je la respecte, cette dame. Je la respecte. C'est Anissa, vous cherchez ça sur Instagram, je fais de la pub pour toi. Si tu vois cette vidéo, mais franchement, tu m'as bien convaincu et elle fait bien son travail. Donc, avant, j'y croyais pas, je n'étais pas trop là-dedans, mais je pense que c'est des choses qui peuvent vraiment nous apaiser. Si quelqu'un est anxieux aujourd'hui, trop stressé dans ce qu'il fait, moi, je suis souvent confronté à ça. Et aujourd'hui, je n'hésiterai pas, tu vois, à faire une petite consultation avec quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui s'y connaît vraiment pas, quelqu'un qui s'autoproclame, parce que ça peut encore te faire du mal si tu ne consultes pas les bonnes personnes. Mais si quelqu'un est vraiment reconnu et que les gens en parlent, essaye, ça peut t'aider. Bon, merci beaucoup. C'était très important pour moi d'avoir ton avis là-dessus. Et tu vois, ça tombe pile au bon moment que tu aies fait ce live il n'y a pas longtemps pour pouvoir en parler aujourd'hui. Oui. Donc, on va terminer ce podcast sur des questions beaucoup plus légères. Tu as déjà répondu en début de podcast, mais je vais quand même te la reposer. Une ou plusieurs citations qui t'inspirent? Citation qui m'inspire. La première, c'est celle de moi. C'est suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. Parce que pour moi, en fait, c'est mon slogan, c'est à la fin de chaque vidéo YouTube de Karamo, c'est cette phrase qui revient. Et il y a des gens, ils ne connaissent pas mon nom, ils disent, quand ils me voient, oh, suivez vos rêves. J'aime bien. Mais je dis ça dans le sens où j'ai été un jeune homme, tu vois, qui s'est lancé dans une aventure, qui ne s'attendait pas du tout à se retrouver à ce stade aujourd'hui, mais il avait juste un rêve. Et tous les jours, ce qu'il fait, c'est il écoute son rêve, il se dit, mon rêve, c'est ça, c'est ce que je ressens et du coup, je le fais. Au début, je ne savais pas du tout que je pouvais me retrouver à ce stade dans ce business ou dans ce game, tu vois. Jamais j'aurais cru que j'aurais sorti une formation en ligne. Là, je pense à écrire un livre. Jamais j'aurais cru ça. Jamais j'aurais cru que j'aurais fait ma conférence à Paris bientôt qui va arriver. C'est un rêve pour moi, mais avoir des rêves et se dire j'ai juste envie de pousser, je ne sais pas où ça peut me mener. Et parfois, tu ne sais même pas les contenus de ton rêve, mais juste tu suis. C'est ça, tu suis ton rêve et les portes s'ouvrent à toi, ainsi de suite. Je suis parti de 0 sur les réseaux. Aujourd'hui, suivi par plus de 6 millions de personnes, plus d'1 million sur YouTube en seulement 2 ans, tu vois.
Tout ça, c'est juste un rêve que je suis. Je ne connais pas les recettes. Je suis mon rêve. Quand tout et après, s'aligne. c'est ça. Après, les recettes, je les découvre après, moi, les recettes. C'est quand je suis passé, je me dis, ah, c'était ça la recette. Après, je la prends, je l'utilise. Donc, ça, c'est la première citation que je pourrais partager. La deuxième, elle est très connue, de Mr. Dreamax. C'est l'effort qui crée l'effort. Tu vois, l'effort crée l'effort. Il aime bien, c'est un mec qui aime bien le langage des oiseaux. Il en a plein comme ça. J'en ai un autre aussi. Ça, par contre, même moi, je l'ai imaginé, celle-là, mais je pense que ça vient de lui aussi. C'est seul l'inconfort peut rendre un confort. Wow. J'aime bien ça. Et après, il y a pas mal d'autres citations. C'est-à-dire que je pourrais par exemple dire un truc que j'aime bien. Il suffit d'un déclic pour changer la vie. Clairement. Ouais, il suffit d'un déclic pour changer de vie. Et ça, c'est très profond. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Tout part d'un déclic. Un événement que tu peux percevoir négatif dans ta vie peut s'avérer comme étant la plus belle chose qui puisse t'arriver. On a tous vu l'histoire de... C'est une histoire assez fictive, je crois quand même, mais de ce royaume en Chine où ce vieux qui avait un cheval et un fils. Et du coup, un jour, son fils était en train de nettoyer le cheval, il lui a donné un coup, il lui a cassé une jambe, tu vois. Oui, ouais. Et tu vois, cette histoire-là, tu la connais. Ouais, et voilà, cette histoire. Et du coup, ça nous fait comprendre que derrière un événement que l'on peut percevoir négatif, toutes les chances sont plus. C'est ça, ça peut être quelque chose de très positif. Donc voici quelques citations qui me parlent beaucoup. Merci beaucoup. Donc je suppose, au vu des connaissances que tu m'apportes, que tu dois beaucoup lire, un livre qui t'a impacté énormément? Un livre qui m'a impacté énormément, qui m'a beaucoup plus parlé, moi. Parce que, en fait, tout dépend de quand tu écoutes, quand tu lis un livre, quand tu lis, dans quelle situation tu es actuellement, un livre peut te parler. Par exemple, je peux te parler du meilleur livre aujourd'hui, mais si tu n'as pas ce besoin-là, ça ne va pas te parler. Ça va pas te parler. Un exemple très simple, c'est que j'ai mon ami, il regardait toutes mes vidéos, TikTok, mais ça ne lui parlait jamais. Il donnait de la force parce que si mon ami mettait ses likes, ça ne lui parlait jamais. Tu vois, quand je parlais de relations, de rupture, de prendre soin de soi et tout. Et là, il était dans une difficulté dans sa relation pour une fois. Et d'un coup, c'est lui qui m'appelle. Tu sais, Karamou, j'ai regardé toutes tes vidéos. Et tu sais ce que je veux? Je veux les télécharger pour les écouter. Donc je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, tout ce temps, tes vidéos ne me parlaient pas. Mais d'un coup, je me reconnais dans toutes tes vidéos. Je me dis, ah, c'est intéressant. Et c'est pourquoi je dis, je peux conseiller un livre à quelqu'un instantanément, mais si ce n'est pas l'histoire, si ce n'est pas le moment pour lui, ça ne va pas lui parler. Mais de tous les livres que j'ai lus, celui qui m'a le plus parlé, c'est Siddhartha, l'histoire de Bouddha. Ah, mais tu vois, ouais. Je ne connaissais pas ça là. Tu connais pas? Ok, non, pas du tout, tu vois. Ok. Je pense qu'on va l'écouter là en partant encore, un livre audio. On est dans la voiture. Tu l'as un livre audio même sur YouTube gratuitement. Ah ouais, mais c'est un livre incroyable. Je l'aime bien ce livre. Siddhartha, c'est l'histoire de Bouddha. Et ça rappelle beaucoup de choses. J'ai pas envie de spoiler, mais c'est un homme qui avait tout à sa possession. Normalement, il était destiné à devenir le successeur de son père, très sage. Il méditait, il pouvait méditer pendant des heures, il pouvait s'abstenir de manger. Il était discipliné, vraiment dans toute la perfection. Mais il avait besoin de découvrir sa propre vérité. Et donc là, il va à cette aventure-là. Et un petit peu comme le livre de l'alchimiste aussi, qui est très pertinent. Oui. Mais Siddhartha, moi, j'aime bien. J'aime bien et ça me parle beaucoup. Ok. Quels sont tes futurs projets? Où on va pouvoir te retrouver bientôt? Futurs projets. Toujours, comme d'hab, ça fait 2 ans, je fais une vidéo YouTube par semaine sur ma chaîne YouTube. Et normalement, c'est chaque samedi, sauf exceptionnellement, aujourd'hui, il n'y aura pas de vidéo. Ce sera demain du coup, parce que je n'aurai pas le temps aujourd'hui de finaliser tout ça. Donc, demain, il y a une nouvelle vidéo qui sort sur la chaîne. Si vous voulez que je vous spoil, ce sont les 7 compétences dont vous avez besoin pour changer de vie ou même pour devenir riche, si ça vous intéresse. Tous les liens seront en description, bien sûr. Ouais. Et à part ça, autre projet, c'est le plus grand pour moi, c'est le projet phare. C'est ma conférence de Paris qui se tient le 20 janvier, la conférence Déclic. Comment mettre du succès dans vos projets et devenir leader dans votre domaine. Donc, si vous voulez une conférence où on parlera de business, de développement personnel, de mindset, de relations et aussi de création de contenu, parce que c'est aussi ma deuxième casquette, avec d'autres intervenants, notamment Mr. Dreamax, Tony Jazz et pas mal d'autres intervenants. Il y aura même un artiste. En fait, j'ai envie de faire un truc à la Tony Robbins en France. C'est vraiment mon rêve.
J'ai hâte. Donc ça sera le 20 janvier, les infos et tout ça, ce sera disponible très bientôt. On n'a pas encore ouvert la billetterie, mais ce sera à partir d'octobre, peut-être d'ici la sortie de cette vidéo. Je ne sais pas combien de temps. Oui, je pense que d'ici 2-3 semaines la vidéo et sera ben voilà, sortie. on fait aussi le lancement d'ici 2-3 semaines, on ouvre la billetterie. Ça va aller très vite, mais ouais, pour moi c'est un accomplissement. Donc c'est le projet futur. Après il y a une tournée qu'on va faire aussi en Afrique, de la même conférence qu'on va transporter en Afrique dans 4-5 pays. Et on espère qu'on sera là pour faire tout ça. Bon, bah écoute, merci beaucoup encore une fois de m'avoir accueilli. Non, c'est pas fini, j'ai une question pour toi moi aussi. Moi j'ai une question pour toi, parce que tu ne peux pas me poser toutes ces questions-là et que je te balance une, après tu pourras conclure. Et ma question c'est, si tu devais choisir entre l'argent ou l'amour, lequel tu choisis? Waouh. L'amour de mes proches, ça n'a pas de valeur. Je pense que pour tout ce que je fais aujourd'hui, je le fais pour moi, mais je le fais grandement pour eux. Et je pense que aucun argent que je pourrais avoir, enfin, pour tout l'or du monde, je ne changerai pas pour l'amour de mes proches en tout cas. Ça, c'est une certitude. Pour tout le reste, je pense que bon, du coup, l'argent est propice et aide vraiment au bonheur. Mais pour rien au monde, je n'échangerai l'amour que j'ai pour mes proches et les proches que j'ai autour de moi. Ok, bah merci pour ta réponse. J'aime bien. Merci à toi. J'aime bien. Donc du coup, encore une fois, merci de m'avoir accueilli, surtout pour mon premier podcast. Tu t'en sors très bien pour ton premier. Écoute, franchement. Merci beaucoup venant de toi, ça peut que me toucher. Et est-ce que tu as un dernier mot pour nos téléspectateurs? Un dernier mot. Un dernier mot comme ça. Ce que je pourrais dire, c'est le bonheur ne se trouve pas au sommet, mais plutôt sur le chemin. Et la richesse ne se trouve pas au sommet, mais plutôt sur le chemin. L'épanouissement ne se trouve pas au sommet, mais plutôt sur le chemin. Je dis ça dans le sens où on attache souvent notre bonheur à quelque chose du lendemain, en se disant quand j'aurai ça, je serai heureux. Quand j'aurai ma Merco, je serai heureux. Quand j'aurai une femme sexy qui fait du sport, je serai heureux. Quand j'aurai tel nombre d'abonnés, je serai heureux. Je sais de quoi je parle. Lorsque tu attaches ton bonheur à un objectif, quand tu atteindras cet objectif, tu seras dessus. Toujours plus. Tu seras dessus justement. Parce que tu vas te dire, je pensais que si j'avais ce truc, je serais bien. J'ai rêvé de voitures, de belles voitures. Je l'ai eu, mais je n'ai pas été satisfait dans le sens où je continue encore de rêver. J'ai rêvé je sais pas, d'argent. De l'argent, je me dis toujours, on en veut toujours plus. Rêver de femme, tu as une femme, tu te dis ouais, pourquoi pas, peut-être il y a mieux. Tu vois? Et donc, pour moi, le bonheur se trouve dans l'appréciation de l'instant, des petites choses au quotidien. Je ne me dis pas, quand j'atteindrai mes 400 personnes dans ma conférence, je serai bien. Non, j'apprécie chaque instant. Chaque événement, même un petit événement dans lequel on m'invite, j'essaie de kiffer ça. Je ne dis pas, non, c'est seulement l'autre où je vais apprécier. Le bonheur ne se trouve pas au sommet de la montagne, mais dans la façon de la gravir. C'est ce que je pourrais vous dire. Et comme toujours, c'était Karamo. Je terminerai par ma phrase de fin. Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. Merci beaucoup et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.